Oscar Freisinger, bonjour. Bonjour. Vous endossez vos habits de conseiller d'État. Première réunion pour répartir les départements, ce sera dans quelques jours, là. Le 10 avril. 10 avril, oui. Une première discussion informelle, d'après ce que j'ai compris, donc on verra bien. Peut-être qu'après 5 minutes, c'est déjà réglé, on ira boire les cafés. Ou peut-être une bataille. Et peut-être que ce sera un peu plus ardu. Alors, on parle de l'instruction publique, on parle de justice et police, on va reparler de ça, de vous, de votre rôle nouveau. Est-ce que Freisinger, ministre, sera différent de Freisinger, opposant? Dans quel état d'esprit vous êtes? Un peu curieux, une certaine appréhension, parce qu'avant de commencer quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, vaut mieux avoir un peu d'appréhension, un peu de modestie, en se disant, Vous, modeste ah oui, non, mais je suis plutôt du genre un peu angoissé quand même avant de faire les choses. C'est toujours bien, parce qu'on ne pêche pas par présomption, donc ça aide. Victoire historique, premier UDC non agrarien dans un conseil d'État roman. Racontez-nous ce qu'il y a eu dans votre tête à ce moment-là, parce que vraiment, alors, on vous a vu au journal chez nous, vous aviez l'air légèrement abasourdi, vous voyez très bien la scène que je veux dire. Le moment où vous avez vu le résultat, vous avez pensé quoi? La grande surprise, ça a été le 3 mars, parce que le 17, vu l'avance que j'avais le 3 mars, c'eût été une grande surprise si ça n'avait pas été confirmé par le peuple ensuite. Plus de 53 000 voix, plus de 56 000, à peu près un Valaisan sur deux, quoi. En gros, qui a voté pour vous, ça paraît... Ah, mais c'est une profonde émotion dans le sens où on ne comprend pas, on met du temps à comprendre ce qui nous arrive. Parce qu'il faut bien voir mon cheminement, je viens de nulle part, du fond du caniveau. J'ai dû monter à partir d'une image qui a été systématiquement toujours attaquée et rendue négative. Donc, 10 mètres sous terre, mon point de départ. Et ensuite, j'arrive à cette reconnaissance-là quand même. Il y a une revanche, du travail. Franchement, il y a une revanche. Vous dites, je les ai bien eus. Je ne suis pas un revanchard. Je les ai bien eus, non. Ils se sont eus eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon adversaire direct, franchement, son staff, ils ont quasiment tout fait faux. Votre adversaire direct, c'est qui? On a dit le système, on a dit le vieux PDC, on a dit... C'est qui? Vous avez vaincu contre qui? Alors, au premier tour, mon adversaire direct, c'est clairement le candidat du Parti radical que ce parti a voulu dans mon district, en se disant que les autres n'étant pas menacés, ils allaient le soutenir, et puis que l'affaire allait être bâclée au premier tour. Mais c'était justement le pire des pièges. Et pourtant, c'est incroyable, je les avais avertis, je leur avais dit, mais entre 15 et 20 000 voix dans le Haut-Valais de plus, vous allez devoir les compenser en bas. Et ils croyaient que je racontais, je sais pas, des histoires. Vous avez pleuré? Oui. Oui, à un moment, je sanglotais dans les bras de ma femme. Donc l'émotion a été très, très forte. À un certain moment, non, il faut imaginer 14 ans de combat incessant, sans arrêt. C'est tout le temps, à construire, à recruter, à construire des sections, à motiver, à expliquer, à se débattre dans des situations incroyables. Et tout à coup, c'est comme une digue qui lâche. Les gens qui sont élus, ils ressentent toujours une puissance. Avoir 50 000 personnes qui votent pour vous, plus, c'est toujours une sorte de force. Vous allez changer. À ce moment-là, vous avez changé. Attendez, le pouvoir est très pervertissant et je m'en méfie comme de la peste. Le vous pouvoir, l'avez voulu. Oui, mais ne jamais se faire posséder parce que l'on croit posséder. On ne possède rien du tout. Rien. Il saute une petite veine dans mon cerveau et puis toute la gloire du monde a disparu. Donc il faut toujours garder cette conscience-là. Maintenant, tant qu'on est vivant, eh bien, ça veut dire qu'on est dans la fluctuation des énergies, on doit agir. Le pouvoir, il est non pervertissant tant qu'il est au service de l'homme et tant qu'il est en mouvement. Tant que c'est un moyen de faciliter la vie des gens, de les aider, d'améliorer quelque chose dans le pays. Dès le moment où ça devient figé, rigide, qu'on exerce le pouvoir par peur de le perdre ou des choses comme ça, c'est le principe de mort. Tout se fige, vous vous figez vous-même dans votre esprit et dans votre état, et vous perdez. Vous savez que vous serez attendu au concours. Première gaffe, premier dérapage, nomination ratée. Ça a déjà commencé. Ouais. La tentation du notable, ça peut arriver, vous arrondir au propre et au figuré, passer plus de temps à table, un Freisinger notabilisé, valaisan... Non, je ne peux pas me permettre au niveau santé donc, de tôt m'attarder à table. Je vais continuer à faire du sport, ça c'est absolument nécessaire. Je crois au principe grec mens sana in corpore sano. Si je suis bien dans mon corps, je suis aussi bien dans mon esprit. Les deux vont de pair. Par contre, je vais devoir arrondir mes angles dans l'exercice même du collège gouvernemental. Je vais devoir faire preuve de psychologie, j'imagine. On essaye d'imaginer la scène, on voit les autres conseillers d'État. Vous au milieu, c'est une scène, ce sera difficile pour vous, franchement. J'arrive pas encore à me l'imaginer, donc ça va être
très drôle pour moi et très étrange pour moi d'être assis là et maintenant tu gouvernes. Ah oui. Et puis tu gouvernes avec ces personnages-là qui viennent d'un arrière-plan totalement différent, qui ont des fois une vision de la société différente, comme Madame Esther Weber, sûrement. Qu'est-ce que vous ne pourrez ne plus faire? Alors, on ne va pas rappeler toutes les polémiques qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup autour de vous. Par exemple, voilà, Geert Wilders, personnage ultra sulfureux, extrême droite, vous aviez invité en Valais, ça vous a valu beaucoup de critiques. Est-ce que ça, vous le referiez, par exemple? Non, ça, je ne peux plus le faire, mais il n'y a pas d'intérêt à le faire. Je l'avais invité pour une conférence, parce que j'estimais que c'était un parlementaire élu, chef de parti en Hollande, un homme qui se réfère tout le temps à l'état de droit. Sans refaire toute l'histoire. Bon, non, mais pour ça, dire, ce type de choses... Je l'ai invité... ce type de choses, aujourd'hui, c'est fini? Ça, je ne le ferai plus, puisque malheureusement, le nouveau tribunal, ce sont les médias, et que les médias vous condamnent parce que vous avez serré la main à un tel, parce que vous avez osé parler à tel personnage. D'un côté, c'est dramatique, mais vu que je ne suis plus au Conseil national et qu'il faut d'abord que je gère les choses pour les Valaisans et pour un canton qui a de grandes difficultés devant lui, ok, ça, je n'ai pas absolument besoin. Je l'avais fait à un certain moment, surtout après les minarets, quand je me suis rendu compte combien les Européens avaient soif de démocratie directe. Et je vous jure, ils sont là, mais ils en pleurent quand je leur explique comment fonctionne le système politique chez nous. Là, vous avez gagné une gloire européenne. Vous me disiez la BBC, je crois que vous appelez cette semaine, parce que voilà... Hier soir, à 19h, je débattais en direct sur la BBC et j'ai pu défendre la place financière suisse parce qu'ils sont aperçus que les anglo-saxons sont beaucoup plus voleurs que tout ce qu'ils n'ont jamais reproché aux Suisses. Les minarets, dans toute l'Europe, on a parlé de vous, aussi parce que c'était une volonté populaire qui bousculait les traités européens. Exactement. Ça, vous continuerez? Vous pouvez continuer à faire ça? Alors, je reste au Conseil national. Je ferai le double mandat, je ne sais pas combien de temps. J'imagine que je vais peut-être finir la législature, parce que là aussi, le peuple m'a investi quand même d'un certain rôle. Vice-président de l'UDC, vous restez aussi? Ça, oui, parce que c'est stratégique. Alors là, c'est une place qu'il ne faut pas abandonner. Dès le moment où les intérêts du Valais sont en jeu, de pouvoir influencer le parti le plus important de Suisse depuis la tête, ce serait idiot de l'abandonner. Donc là, il y a quand même une certaine logique. Ce type d'initiative où on bouscule les traités internationaux en fonction d'une certaine volonté populaire, exemple, ceux qui veulent rétablir la peine de mort en Suisse, s'ils viennent vous trouver en disant « soutenez-nous ». Non, pourquoi? Je suis un défenseur de la vie. Donc pour moi, la vie est intangible. Elle n'appartient à personne. On ne peut pas disposer de la vie de qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. Et là, je ne peux pas transiger. Ça, c'est une conviction fondamentale. Donc la peine de mort, pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas accepter. 10 avril, première réunion du Conseil d'État valaisan, enfin, première réunion pour répartir les départements. Alors, il y a évidemment une situation qui frappe. Si vous êtes à Justice et Police, et même si vous ne l'êtes pas, en tant que conseiller d'État, vous serez le patron de votre ancien adversaire, Christian Varrone. Vous lui dites quoi? Mais vous savez, j'ai été interrogé par les médias dernièrement pour me poser la question, mais est-ce qu'il faut donc licencier Christian Varrone? Je leur dis, mais vous ne pouvez quand même pas dire à une personne, on va te licencier parce que tu as un casier judiciaire vierge. Qu'on le veuille ou non, ça ne se passe pas de la manière dont se passe actuellement la condamnation par les médias. Ça se passe sur des bases juridiques claires. Parce qu'imaginez, s'il fait recours, il gagne. S'il fait recours contre un licenciement sur la base juridique actuelle, moi, Nidegger, j'ai posé des questions à quelques-uns de mes collègues juristes, ils m'ont dit, mais il gagne, c'est impossible, il n'y a rien dans son casier judiciaire, donc c'est comme ça. Question de fond, est-ce que c'est un bon chef de la police, Christian Varrone? Alors, avant qu'il y ait l'histoire de la pierre, avant qu'il soit candidat au Conseil d'État, mais tout le monde était convaincu, c'était un bon chef de la police, tout le monde lui attestait ça. Directement là. Allez, si dans la séance du Conseil d'État, on dit, voilà, se pose la question de renouveler ou non Christian Varrone, vous direz pour qu'il reste ou pour qu'il parte? Là, actuellement, donc, la décision est déjà prise. Donc, vous me posez une question hypothétique qui n'a plus lieu d'être. La décision du Conseil d'État a été prise. Si je reprends ce département, eh bien, je travaillerai avec lui. Et a priori, il n'y aura pas de problème. Et nous, on a une bonne relation. Ça peut vous paraître étonnant, mais on a une bonne relation. Et on a encore bu le café ensemble la semaine dernière. Ah oui. Donc, mais oui. Vous vous êtes dit quoi? Mais on a refait le bilan de la campagne. Ouais. Et on a réglé le problème, on s'est serré la main. Et on a été adversaires et on ne sera pas ennemis. Et pour moi, c'est très important parce que laisser des ennemis à gauche et à droite derrière soi, c'est pas une bonne idée. Oscar Freisinger, si vous prenez l'instruction publique, alors vous êtes prof au Collège de la Planta depuis combien d'années? 27 ans que j'enseigne. Ouais. Vous serez le patron d'un milieu, les profs, qui est peut-être plus à droite en Valais qu'en moyenne, mais enfin, quand même, les profs sont plus à gauche que la population en général, en moyenne. Ça vous fait pas peur, ça? Mais non. Je crois avoir compris... par certains messages que j'ai reçus, des lettres,
qu'une grande partie du corps professoral a voté pour moi. Par exemple, à Saint-Maurice, dans différents centres scolaires, j'ai quand même des gens qui me connaissent bien, qui sont eux aussi enseignants, et le signal était que ces gens se sont dit, mais enfin quelqu'un qui s'occupera de l'instruction, de la culture, etc., et qui connaît les sujets. J'ai vraiment le profil, il faut avouer, 27 ans d'enseignement, double formation pédagogique, je produis des livres, je compose des comédies musicales, donc même la culture ne m'est pas étrangère. On a fait parler, vous savez, les médias depuis des années ont fait parler vos élèves, ils disent tous la même chose. Alors vous faites gaffe de ne pas parler politique en cours, là vous êtes très prudent. Oui, là je suis très prudent. Certains disent un peu démago, enfin côté joueur de guitare, on chante, etc. Oui, mais attendez, il n'y a pas meilleur moyen de faire apprendre à quelqu'un une langue étrangère que de le faire chanter dans cette langue parce qu'il se décoince. Vous savez, les francophones, pour parler l'allemand, mais ils ont un balai dans le cul, c'est pas possible. Donc la guitare, c'est le moyen de les décontracter et ils chantent, et ils adorent ça en plus, et ça décrispe la situation et ils parlent l'allemand sans s'en rendre compte. C'est démago, non, c'est pédagogique. Homme de droite, est-ce que Freisinger, patron de l'éducation, vous allez changer quelque chose pour une instruction publique plus traditionnelle, plus conservatrice? Un exemple de ce que vous changeriez? Alors, d'abord, j'avais très clairement proposé de mieux lier le monde culturel au monde de l'enseignement et le monde culturel du cru. En Valais, vous avez un foisonnement culturel. Et mieux lier ces deux choses pour que les élèves quittent le téléviseur. Je suis désolé de vous le dire, mais trop de télévision, c'est pas bon. C'est éducatif, la télé aussi. Ouais, non, mais attendez. Combien d'heures par jour? Lire des livres, d'abord. La télé peut venir après. Mais d'abord, il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à utiliser son logos, à utiliser les capacités d'abstraction. L'image télévisuelle ne vous permet que très peu d'abstraire. Alors que l'écrit, oui. Problème très, très concret, vous savez qu'on vous attendra sur ce genre de choses. Si vous êtes à l'instruction publique, des filles voilées, des filles musulmanes voilées en classe, c'est possible pour vous? Alors pour le moment, en Valais, on n'a pas ce problème. Il est théorique, bien sûr, en grande partie, mais enfin, il risque de se poser. Vous direz quoi? Pour moi, il y a une loi en Suisse, elle doit être la même pour tout le monde. Et si on commence à accepter, au nom d'un certain dogme religieux, de transiger sur des points comme ça, le prochain dogme va venir tout de suite derrière, et tout le monde aura des revendications, et vous remettez en question le fondement même de l'état de droit qui veut que tous les gens dans un pays, sur un territoire donné, soient d'abord des citoyens. Et donc que la loi est la même pour tous. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et dès le moment où vous laissez entrer le communautarisme, vous remettez cela en question. Oscar Freisinger, votre parcours, alors vous avez maintenant 52, vous aurez 53 ans en juin, oui. Nouvelle génération à l'UDC. Est-ce que le fait de devenir conseiller d'État, ça va changer votre position? Oui, vous êtes entré dans le cercle, disons, des gens plus responsables. Disons que c'est le regard des gens qui, à un certain moment, change. Ça, oui. Le regard de certains dirigeants de l'UDC suisse aussi. Blocher n'a jamais cru en vous, hein? Non, il a toujours eu l'impression qu'en fait, la seule manière d'arriver à accéder au pouvoir, c'était la sienne. Et encore, il y a 5 semaines, 6 semaines, il m'a dit « Mais t'as aucune chance. Je te le dis parce que tu vas être très déçu, ça va être terrible psychologiquement. » Je lui dis « Mais attends, Christophe, laisse-moi faire à ma manière. Vous avez toujours essayé à votre manière. On a vu ce que ça a donné. » Parce qu'il y a beaucoup de ces turiféraires qui n'ont pas été élus. Le poète, le zozo, c'est ce qu'il pense un peu, hein, franchement. Bien sûr, parce que le Suisse allemand a cette vision du Suisse roman général. Pourquoi? Parce que le Suisse allemand, en tendance générale, il cloisonne tout. Quand je travaille, quand je rigole, quand je chante, etc. C'est toujours cloisonné. Le Suisse roman, non. On lit toujours l'utile à l'agréable. On est tout à fait capable de parler politique, d'être très sérieux sur des dossiers, et puis quand même de plaisanter, et puis de boire un verre de vin en le faisant, donc, surtout à la valaisanne. Le temps de Blocher, il est passé? Le temps de Blocher en tant que personne, quand il aura décidé de quitter. Je ne sais pas, parce qu'au Parlement, quand il prend le micro, je peux vous dire, tout le monde l'écoute. Et puis, il est encore brillant maintenant, il faut le lui laisser. Il a vieilli quand même. Mais il vieillit, mais c'est normal. Ouais. Hein, il aura, qu'est-ce que je sais pas, il a 77 ou... Non, qu'est-ce qu'il a 71, non? Je crois 71. Ouais. Mais par contre, ce qu'il défend, ce qu'il a défendu, et c'est pour ça qu'il aura toujours mon respect. En 92, la Suisse n'a pas adhéré à l'espace économique qui était l'antichambre de l'adhésion, c'était clair. Le Conseil fédéral avait été clair là-dessus. Eh bien, si nous sommes toujours un pays souverain, si nous avons toujours notre démocratie directe, c'est à ce monsieur qu'on le doit. Et c'est un grand monsieur à ce niveau-là. Ensuite, on lui a fait toutes les misères, on peut l'accuser de tous les maux de la terre. Ça, lui, il l'a fait. Personne d'autre. Le scandale vous rattrape toujours. Le dernier en date, c'était le fameux drapeau bismarckien. Alors, il y a eu toutes sortes de confusions. Bon, drapeau de l'époque bismarckienne, etc. Vous le garderez dans votre... Je le garde par principe.
Je ne vois pas pourquoi Mme Brutsch-Vigrave pourrait se permettre de décider de ce que j'ai le droit de suspendre dans mon bureau, d'autant plus que ce drapeau est légal, parfaitement légal, même en Allemagne. On a cru prétendre que c'était un drapeau des néo-nazis. Ben, vous allez sur Google, vous pouvez taper néo-nazis et tout ce que vous voulez. Ce drapeau apparaît une fois sur 400 images. Donc, c'est même pas vrai. La plupart de mes collègues, tous ceux qui m'entouraient, ignoraient absolument que cet usage abusif était fait de ce drapeau. Beaucoup pensent quand même, voilà, c'est quand même votre univers mental. Pourquoi s'intéresser tellement à l'Allemagne bismarckienne? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'était environ en 95, donc avant que je fasse la politique, je ne faisais absolument pas de politique. Je vais visiter un musée maritime et je reviens avec un souvenir. Ce drapeau m'a plu. Je l'ai accroché parce que voilà. Et puis beaucoup de gens maintenant m'ont envoyé des mails, ils veulent l'acheter, ils l'ont trouvé très beau. Il y en a même un qui va le mettre sur son bateau sur le lac de Neuchâtel. Oscar Preniguer, votre histoire, on va la rappeler en quelques photos. On demande parfois à l'invité d'amener des photos. Quelques photos que vous nous avez amenées, on va les regarder ensemble. Première photo, vous êtes tout gamin. Je crois que vous avez quoi? Là, j'ai 10 ans. Vous avez 10 ans. Comment il faut vous imaginer à 10 ans? Un gamin très turbulent. Typiquement le gamin à qui actuellement on administrerait de la Ritaline, parce qu'il serait considéré comme hyperactif. Ce turbulent, ça voulait dire quoi? Vous faisiez quoi? J'avais jamais la moyenne en discipline. Ouais. Vous savez, on avait le Betragen und Disziplin. J'ai fait les écoles en allemand. Et puis déjà, j'arrivais pas à la fermer, donc il fallait toujours que je parle et que je discute, que je remette en question. Vous êtes resté comme ça me frappait. Oui. Vous êtes depuis tout à l'heure, avant ce studio, vous êtes toujours... Est-ce qu'il y a une forme d'agressivité aussi? Non, c'est de l'énergie vitale. Je suis véhément, je suis passionné. J'ai hérité ça de ma maman, principalement. Mon père est beaucoup plus discret. De lui, j'ai hérité d'autres aspects de mon caractère, mais... Vous avez l'habit tyrolien, alors oui. C'est un cliché, mais en même temps, vous savez que c'est un cliché qui vous colle à la peau. On imagine encore univers mental, hein. Tyrol, Autriche, extrême droite, Haider, etc. Oh, il est de Carinthie, il n'est pas de Tyrol. Les Tyroliens, il était de droite aussi? Votre père, il est de droite aussi? Non, eux, ils étaient chez les Noirs. Donc, mon grand-père était servant de messe et donc considéré comme chez les Noirs. Il écoutait la radio alliée sous 10 édredons et puis ma grand-mère était toujours fâchée avec lui parce que le risque était grand de finir à Dachau si on était attrapé à ça. Et non, ils n'étaient pas de ce clan-là. Mon père en a gardé d'ailleurs une agoraphobie. Vous savez qu'il ne peut pas aller à un match de football sans se sentir mal. Dès qu'il y a une foule, il prend mal. Donc il lui est resté une phobie à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il a été très blessé lorsque M. Ribordi, là, du Parti radical valaisan, avait mis cette affiche où il avait mis Hitler à côté, puis il avait dit « Autrichiens, on a déjà donné ». Mon père, ça l'a profondément blessé, parce qu'il nous a toujours éduqués dans le sens du respect des individus, dans le sens de l'état de droit. Il a souffert, lui, de cette répression qu'il a vécue en tant qu'enfant. Histoire incroyable, hein. Il vient comme immigré économique, à vélo, à la Soust. Oui. C'est assez long le trajet quand même. Oui, en vélo 3 vitesses. Ouais. Vous avez gardé quoi de ça, de cette origine-là? C'est ce courage, cette ténacité de mon père. C'est vraiment quelqu'un d'admirable. La cohérence et l'honnêteté intellectuelle de cet homme. Et j'ai une profonde admiration. Il était très sévère avec nous, parce qu'avec l'éducation qu'il avait eue, lui, on s'imagine en Autriche, dans les années 30, c'était pas des enfants de cœur. Eh bien, ça m'a forgé. Ça m'a donné cette capacité de juguler le côté trop exubérant, trop émotionnel que j'ai hérité du côté de ma maman. Exemple de ça, de cette éducation très stricte. C'est-à-dire, on va au bout des choses. Ouais. Mais exemple concret, discipline si stricte que ça, en famille, c'était quoi? C'était... quand il fallait monter sur un béquet, donc on s'arrêtait pas à mi-hauteur. Donc on avait beau pleurer et faire. Et puis quand on avait mal quelque part... parce que lui, vous savez, quand il se blessait, il prenait le fil et l'aiguille et il se recousait sans anesthésie la plaie. Alors... En tant qu'enfant, vous voulez dire quoi quand il est beaucoup plus dur avec lui-même qu'avec vous? Il fait autorité, vous acceptez, c'est comme ça. Les photos, là, on vous a vu à 10 ans, à 19 ans, vous faites de la lutte suisse. Alors ça, c'est parfait pour la campagne UDC, vous êtes pile dans le... Ça, c'était mon prof de gymnastique, mon prof de sport, Décimo, Bernard Décimo. Il voyait que, justement, j'étais trop perturbateur au cours, alors il m'a envoyé à Chandelin, à Savièse, chez les frères Udry, dans leur grange, là. 2 fois par semaine, on faisait de la lutte suisse. Pendant des heures, hein, c'est assez éprouvant. Et c'est vrai que le lendemain matin en classe, j'étais tranquille parce que toute l'énergie vitale avait été dépensée dans ce sport. Le sport toujours, un peu plus tard, 22 ans, vous faites du basket. Oui. Il n'y a pas encore le Catogan, hein? Non, là, je n'ai pas encore. Alors, le basketball, ici, je crois que je joue à Sierre, à ce moment-là, en première ligue. Ça, c'est un très beau sport. Et j'ai eu beaucoup de plaisir.
Mais alors, passer de la lutte suisse au basketball, j'ai eu une phase de transition assez difficile parce que c'est pas tout à fait le même esprit. Hein. À 25 ans, vous faites de la marche, ça vous est resté, la marche, la montagne, etc. Mais bon, vous n'êtes pas le seul valaisan dans le cas. Et puis, à 28 ans, photo, vous avez 28 ans. Alors là, là, je suis sur le Prabé. Au sommet du Prabé, il y a un de ces arbres morts. La peau de phoque, je reviens maintenant de la peau de phoque, j'étais une semaine au chalet. Cette rencontre avec la nature, c'est absolument élémentaire, mais je crois pour tous les valaisans. À 28 ans, voilà, Freisinger à 28 ans, c'est une autre vie. Vous n'étiez pas politisé du tout. Vous n'avez jamais été de gauche, par exemple. Bon, à 18 ans, oui, là c'est la photo de 28 ans, je crois que je suis à Berlin, là. Ouais, on avait fait un voyage d'études à Berlin avant la chute du mur, donc ça devait être justement 88. Là, l'anticommunisme, déjà, chez vous, c'est une constante? Alors bon, cette visite-là de Berlin-Est, je vous jure, quand vous passez devant les Vaupeaux et vous voyez qu'on ne peut rien acheter dans les magasins... ça vous a marqué, ça? Ah oui, ça m'a marqué quand même. Ça m'a marqué. Ça m'a guéri un peu de l'idée peut-être un peu trop collectiviste qu'on pourrait avoir. Non, l'État doit donner un cadre dans lequel les êtres humains sont responsables de leur bonheur. Je ne m'arrogerai jamais ce droit de dire aux gens de quelle manière ils doivent être heureux. Il faut leur donner un cadre, et le cadre, c'est les fonctions régaliennes essentielles de l'État, la sécurité, la formation, une formation crédible, etc. Il y a certaines bases comme ça que l'État doit garantir, et à l'intérieur de ces bases-là, les êtres humains doivent pouvoir développer leur génie propre. Ça me frappait tout à l'heure, vous disiez tout peut s'arrêter, une petite veine qui saute dans le cerveau et c'est fini. Oui. Vous êtes dans le cas d'un homme qui a eu un coma, oui. Qui a été un accident cardiaque, enfin cardiovasculaire grave. Pendant la campagne, non, on vous a posé des stents encore? Alors ça, c'était en 2008. Là, je suis tombé la première fois en faisant le mile de Sion, parce qu'à un certain moment, le cerveau n'a pas été irrigué. Mes adversaires diront qu'il n'est jamais irrigué, mais bon. Donc ça a été assez lourd. Je suis tombé lourdement sur la tête, 4 heures de coma. 2 opérations, là, pendant cette campagne. Et puis, pendant la campagne, ils ont dû me remettre 2 stents, 3. Ils en ont remis 3, j'en ai 6 maintenant. Je les collectionne. Mais on peut bien vivre avec ça. J'ai rencontré un homme qui avait 79 ans, il en avait 19. Ouais. Donc j'ai encore de la marge. Vos ennemis doivent se dire, s'ils pouvaient mourir, vous savez ça, il y a des gens qui vous détestent. Je sais. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui vous haïssent? Si on pouvait se rencontrer, s'ils pouvaient venir chez moi, je pouvais les inviter. Et c'est ce que je fais souvent avec des gens comme ça, ils deviennent généralement des amis. Parce qu'ils se rendent compte que l'image médiatique et le personnage réel sont à des antipodes l'un de l'autre. Oscar Freisinger, merci. Le pouvoir. Il y a des gens qui changent au pouvoir. Hein. Sarkozy s'habillait tout à coup ensemble. Il y avait Tony Blair avec sa cravate pourpre. Vous allez couper le catogan, c'est possible? Non, alors moi, je m'habille chez Gérard-Philippe Créta, le Camel Shop. Okay. Je fais de la pub, le Camel Shop de Ried. Et conseiller d'État, vous serez comme ça, toujours? Sauf quand j'irai au Parlement. Quand je vais au Parlement ou dans des réunions officielles, évidemment que j'aurai le costard-cravate de pied, c'est normal. Mais sinon, ce sera une tenue à peu près de ce style-là. Il faut un style décontracté, un style qui correspond à ce qu'on est. Il ne faut pas commencer à jouer un personnage, c'est pas bon ça. Oscar Freisinger, merci. Merci à vous.